Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec. Je pense que les Européens ont changé d'heure et donc ça se peut qu'on ait pas tout le monde en direct avec nous, c'est pas important, ils le regarderont en rediffusion. J'ai eu une semaine super chargée ces derniers jours, plus que j'ai fait géopolitique profonde et plus aussi le débat avec Amélie Paul et Stéphane Hamel en toute franchise. Et donc, voilà, et ça a été c'est autant sur géopolitique profonde. J'ai regardé les commentaires dans le chat, je veux dire les commentaires sur leur site YouTube et aussi les commentaires au site En toute franchise. Je regarde un peu ce qui se passe et on voit on voit beaucoup de personnes qui normalement devraient, si ces gens-là avaient une vision synoptique, une vision d'ensemble de l'administration, des politiques de l'administration Trump, normalement elles adhéreraient à ce qui est en train de se passer, ce moment historique. Tout le monde le dit, c'est un moment historique. On est en train de changer réellement les choses, mais il y a de la désaffectation. Et je suis quand même affecté par ça, vous comprenez? Parce que on se retrouve, je veux dire, quand on est dans les médias sociaux, tout le monde nous envoie les tweets de tout le monde et tout le monde dit ah, il faut pas être divisé, il faut être ensemble, etc. Eh bien, je suis d'accord, mais c'est-à-dire, il faut écouter ce que les autres disent aussi. C'est-à-dire, si on est rendu avec des trucs, tu sais, c'est quoi exactement quand on dit qu'il faut être ensemble, etc., exactement de quoi on parle quand on est en train de défaire le mondialisme. Et normalement, on devrait regarder les actions de l'administration Trump qui vont toutes dans ce sens-là, mais il y a de la désaffectation. Et donc, pour qu'on puisse marcher tous ensemble, il faut rectifier les faits. Et donc, c'est normal qu'il y ait des clashs, et c'est pour ça que j'ai fait l'émission avec Borowski à GPTV et l'émission avec Amélie Paul pour remettre les pendules à l'heure. Il faut, puis des fois que je clash des gens, mais je ne clash pas tout de suite, hein, je suis pas, c'est-à-dire que j'interviens parce qu'il faut remettre faut garder la cohésion puis continuer dans notre combat contre le mondialisme. Et puis, le vecteur principal du combat contre le mondialisme présentement, c'est les actions de l'administration Trump. Donc, et ça ne se dément pas depuis 8 ans. Et la plupart des critiques faites à l'endroit de l'administration Trump proviennent de personnes qui n'ont pas toutes les informations, qui n'ont pas une vision d'ensemble, etc. Et en plus de ça, la dernière en lice cette semaine, c'est Candace Owens. Candace Owens, qui dans une vidéo étrange a changé sa position sur l'administration Trump. Et oui, elle est devenue comme Black Pill. Elle accuse maintenant Donald Trump d'avoir assassiné Charlie Kirk. C'est plus, tu sais, il y a un mois, elle était sur la ligne, c'est Netanyahou, Israël, on va rendre public les conversations de Charlie Kirk avec les donateurs américano-israéliens. Et on sait que vous avez fait ça, etc. Puis là, dans une vidéo bizarre, elle sort puis elle dit que c'est les agences fédérales qui ont assassiné Charlie Kirk et que Trump est coupable et qu'elle regrette d'avoir accordé sa confiance à Trump, etc. Sans évidemment donner de quoi que ce soit de preuve. Elle dit juste, on le sait. Tu vois? Et donc, c'est une xème acrobatie, une xème, on pourrait dire, désaffection. Et je mets ça sur le dos ça va rentrer, là, j'ai pas encore mon air d'aller, là, je suis un peu saccadé, mais je mets ça sur... et on voit ça beaucoup, comme je le disais en début, là, on voit ça en début de Web Journal, on voit ça beaucoup, les gens qui ramaient dans le même sens que nous, puis qui commencent tu sais, c'est un phénomène chez les influenceurs surtout. Et un phénomène qu'il faut adresser. On ne peut pas juste ignorer. Les gens disent il faut, dis ce que tu as à dire, puis les autres vont dire ce que tu as à dire. Non, il y a comme un débat aussi entre les influenceurs. Il y a de la discussion, puis on peut se critiquer mutuellement. Je me fais critiquer massivement et c'est normal, c'est correct. Et des fois, je fais attention. Tu sais, quand tu te fais critiquer, des fois, tu te dis, je vais être plus prudent la prochaine fois. Et c'est normal, c'est sain, OK, qu'il y ait des clashs et Et donc, je mets ça sur... alors, écoutons Candace Owens en premier, puis après ça, je vous expliquerai, parce que c'est vraiment étrange, ce revirement, alors qu'elle mettait ça sur le dos d'Israël. Là, maintenant, elle dit Donald Trump a tué littéralement Charlie Kirk. And briefed them Oops. on the operation. Just really needed to just take a breather and really betrayed in one of the most egregious ways that I think I've ever seen.
It has made me lose faith in politics. It has made me fully lose faith in Trump. Donc, il a été trahi et donc ça lui a fait perdre la foi en la politique, la foi en Trump, etc., etc. And my heart aches for the fact that he gave so much of his life to Trump. And there's no way. That's like their signature thing. It's like that's what they do. It's the Fed signature. It's how they sign off after they murder you. They're like Holiday in a boulevard. And it's never on a nice side of town either. Like Charlie Kirk Boulevard is not going to be a nice side of town. Anyways, I will be back on the 27th, you guys. Thank you guys for all the support throughout this. Donc, elle dit c'est la signature des agences fédérales. Il tue, puis après ça, il te donne un jour férié et puis un nom sur un boulevard. Et donc, voilà, c'est ça. Et ce revirement de la part de beaucoup d'influenceurs s'explique par le fait que tout ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, c'est vrai on attend encore une fois, même s'il y a eu des inculpations et tout ça, on attend toujours des grosses arrestations. Mais il y a tellement de choses qui se passent. Et donc, c'est, à mon sens, c'est... Je ne sais pas si je pourrais appeler ça des dysfonctionnements ou... c'est 180 degrés, c'est renversement complet de position, comme Candace Owens, comme celle que j'ai discutée avec Émilie Paul, 180 degrés, etc. C'est dû à plusieurs choses, un excès d'information et un manque de vision synoptique. Et donc, je vais donner aujourd'hui le titre du web journal Les Révélateurs. Je disais, la dernière croisade, parce que je pense que c'est quelque chose comme ça. Les gens vont dire, Cossette, il adule Trump, etc. Non, j'utilise des images percutantes pour faire comprendre un certain nombre de choses, mais c'est vrai que quand on écoute le discours, par exemple, de RFK, de JFK jusqu'à Trump et la prise de contrôle de l'Occident par le mouvement révolutionnaire mondial qui a été extrait du communisme, le trotskisme, l'infiltration des institutions, etc., on est en train de sauver ce que Trump est en train de faire à la suite de JFK, c'est de sauver finalement l'Occident. Et donc, ça s'inscrit dans une succession de trucs similaires. Et c'est pour ça que on va avoir une vision synoptique, on va donner une perspective historique à ça. Et ce web journal-ci est aussi un plaidoyer pour la fermeté, c'est-à-dire qu'on est à un moment critique et comme à tous les moments critiques de l'histoire, que ce soit la bataille de Thermopyle, que ce soit la bataille de Tours, que ce soit la bataille de Vienne, etc., on est à un moment critique de l'histoire où il faut être ferme, il faut arrêter et c'est toute la stratégie de placer l'auditoire ou l'électorat devant le précipice. Rappelez-vous cette idée de placer devant le précipice parce que les gens sont passifs, sont amorphes, sont anesthésiés par la télévision, la porno, les jeux vidéo, l'alcool, le cannabis, un certain nombre. Ils ont du divertissement, ils ont du pain et des jeux et se rendent pas compte, comme la grenouille là, dans la poêle, ils se rendent pas compte que la température est rendue extrême et donc il faut, c'est pour ça que ça prenait un Joe Biden et pour beaucoup d'autres raisons aussi, il faut que les gens se rendent compte de l'urgence de la situation et que les gens commencent à se mobiliser, prennent les moyens, etc. Et c'est ça, hein, j'ai retweeté ça ici. C'est pour ça que je montre Trump un peu comme un croisé, parce que c'est ça qu'il fait. Et j'ai republié sur Facebook et d'autres des images de Saint-Michel qui ne négocie pas, qui ne discute pas avec le diable, qui l'a pourfend. Parce qu'on est rendu là, on est rendu comme à un seuil critique où on est en train on est sur le point de perdre la civilisation occidentale. Ce qu'ils disent, en fait, ce qu'ils expliquaient en 2020, c'est qu'on est sur le point de perdre les États-Unis. Et si on perd les États-Unis, on perd le reste de l'Occident, parce que regardez ce qui se passe en Europe et au Canada. Et si on perd tout l'Occident, c'est le monde entier qui tombe. Et donc, c'est comme ces grandes batailles historiques où si on met pas l'épaule à la roue, si on se mobilise pas, si on reste neutre et dans l'attitude d'un spectateur ou les débats sans fin, eh bien, on ne se rend pas compte de l'urgence de la situation et on ne participe pas au fait de changer les choses. C'est ce que j'expliquais un petit peu en toute franchise avec Amélie Paul, c'est-à-dire que tu sais, quand on pense qu'ils sont tous pareils ou ce genre de rhétorique, finalement, on perd notre pouvoir parce que on cède aux autres notre pouvoir politique, on ne s'intéresse pas à la politique, on se démobilise, ils sont tous pareils et finalement,
les mondialistes peuvent continuer leurs opérations et transformer nos enfants, nous contrôler notre la quantité d'énergie qu'on utilise, etc., etc., etc. Et nous enfermer dans un système de surveillance et de protection, de contrôle social, etc. Donc, il faut se rendre compte de l'époque historique dans laquelle on est et être ferme. Quand je dis ferme, regardez ici, par exemple, ce que Trump dit lorsqu'il parle des cartels vénézuéliens. Un des journalistes lui dit « Pourquoi vous ne faites pas une déclaration de guerre aux cartels vénézuéliens ou au Venezuela, etc. » Il dit « Ça ne sert à rien, on va juste les tuer. On va les tuer et on va défendre nos frontières. » Je vous montre ça. Et des personnes là, s'offusquent en disant « Ah, il est cru. » Non, non, on est rendu à ce moment-ci, on est rendu à ce point-là où est-ce qu'il faut prendre des actions fortes. Et il va se passer des choses, par exemple, aux États-Unis, il y a des actions fortes qui vont être prises. Il va falloir comprendre qu'elles sont nécessaires, ces actions fortes-là. Et on n'est plus à l'époque, on n'est plus dans une situation où les débats sont pertinents. On n'est plus dans une situation où est-ce qu'on discute avec les mondialistes ou la gauche radicale. Il faut agir et de façon forte. And briefed them on the of that process. Why not just ask for a declaration of war? Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead. Okay? They're gonna be like dead. Là, les gens s'offusquent. Rappelez-vous comment, lorsque j'ai tweeté sur Alligator Alcatraz, les gens se sont offusqués, etc. Il y a des gens qui sont extrêmement mous, extrêmement passifs, et les mondialistes utilisent ça. Ça fait plusieurs fois que j'en parle. Regardez ici Jimmy Kimmel, sur l'immigration, qui est utilisée pour nous détruire, notamment à travers des stratégies Cloward and Piven, de surcharge des programmes sociaux et tout ça. Et Jimmy Kimmel qui tente de faire honte aux chrétiens, shame Christians, ça veut dire qu'il n'essaie pas de faire honte aux chrétiens, il essaie de faire en sorte que les chrétiens se sentent mal. Donc, tente de faire honte aux chrétiens à propos de l'application de la loi sur l'immigration par Trump. Dans le genre, des restrictions aux frontières, quand les gens sont des réfugiés, on devrait tous les accepter, on devrait, et c'est pas très chrétien de refuser de fermer les frontières, etc. Et donc, on va regarder une couple de situations historiques où les chrétiens ont été très durs. Hein? Et il y a aussi d'autres exemples historiques où lorsqu'on a j'aurais dû avoir la carte ici, là, mais lorsque des leaders ont été mous, ça a conduit à la fin de l'État, de la politique, de l'Empire, etc. Par exemple, je ne me rappelle plus c'est sous quel empereur romain, je pense que c'est vers la fin de l'Empire, hein, c'est probablement le dernier ou l'avant-dernier empereur romain. J'aurais dû avoir la carte, là, c'est qu'il y avait les tribus, les Goths étaient en train de, je pense que c'est les Goths qui se faisaient pourchasser par d'autres tribus derrière elles et se faisaient chasser de leurs terres par d'autres tribus derrière elles en Europe de l'Est, ça je devrais dire ici, là, en Europe de l'Est. Et on demandait à l'Empire romain le statut de réfugié. Et l'empereur de l'époque a accepté qu'ils traversent, je pense que c'était le Danube, à condition qu'ils laissent leurs armes. Et ils ont apparemment laissé leurs armes et ils ont été acceptés. Des centaines de milliers ont traversé, je pense que c'était le Danube. Ouais, c'était le Danube. Et ont traversé du côté romain. Et une génération plus tard, ils avaient repris les armes et c'est eux qui ont saccagé l'Empire romain. Voyez? Et donc, des fois, avoir une bonne pensée, être mou, être compatissant, ça engendre la ruine. Et il y a des fois où est-ce qu'il faut être dur, comme Trump, là, qui est dur. Il dit, on va les tuer, on va tirer sur les bateaux, on va les tuer, etc. Et il faut comprendre ça. Il faut sortir de notre passivité puis comprendre que des actions dures sont nécessaires à ce moment-ci pour battre le clan mondialiste. C'est ce que j'essaie d'expliquer donc dans ce web-journal-ci. Regardons des exemples. Là, je dis que c'est la dernière croisade, mais il y en a eu plusieurs. Pensons juste à la bataille des Thermopyles, à moins 480 avant Jésus-Christ. Léonidas qui a empêché l'armée de Xerxès de prendre le contrôle de la Grèce. Ça aurait été finalement, on aurait perdu l'Occident parce qu'elle ne se serait pas arrêtée en Grèce.
Une armée de plusieurs centaines de milliers de personnes, la plus grosse armée jamais rassemblée à l'époque, et elle déferlait sur la Grèce. Et ils ont finalement, c'est ça, ils ont été durs, ils ont dit non, ils ont refusé toutes les conditions de Xerxès et they took a stand, comme on dit, se sont battus jusqu'au dernier. Au lieu de plier. Et donc, Léonidas, on peut dire que ça a été un premier exemple d'un leader qui sauve l'Occident. On va arriver à Trump, là, un leader qui sauve l'Occident. Ce n'est pas un sauveur, là, tu sais, c'est Jésus-Christ notre sauveur, on comprend, mais sur le terrain, des fois, il y a des forces armées, des gens qui essaient de détruire la civilisation occidentale, puis il y a des leaders historiques qui se lèvent et puis qui empêchent cette destruction de la civilisation occidentale. Puis Trump, c'est le dernier dans une lignée comme ça. L'autre, la bataille de Poitiers en 732 après Jésus-Christ, Charles Martel, alors que l'islam se rend jusque dans le milieu de la France, jusqu'à Poitiers. L'islam qui avait pris le contrôle de l'ensemble de l'Afrique du Nord, les Maures là, à l'époque, l'ensemble de l'Afrique du Nord qui avait conquis l'Espagne et qui s'était rendu en France, vous le voyez ici en vert. Les Francs les ont attendus, se sont pas battus, ont attendu le bon moment. Et Charles Martel, Charles dit avec le marteau, là, Martel, les a attendus à la bataille de Poitiers et les a écrasés. Ils ont finalement été repoussés jusqu'en Espagne. Et après ça, il y a eu une reconquête en Espagne. Et donc, il faut comprendre encore une fois qu'il y a des instances comme ça où est-ce que la discussion ne sert à rien et puis la gentillesse non plus ne sert à rien parce que le camp d'en face n'écoute pas. On est présentement avec les communistes, l'infiltration des institutions, tout ça, on est dans une guerre de l'information, mais il faut être intransigeant. Et donc ça ici, un autre, il a été présenté comme le sauveur de la chrétienté, le sauveur de l'Occident, parce que s'ils avaient perdu la bataille de Poitiers, on parlerait probablement déjà tous arabes. Même chose avec Jean III Sobieski en la bataille de Vienne en 1683. Encore une fois, ça c'est de l'autre côté. L'Empire ottoman avait conquis une partie de l'Europe et de l'Afrique du Nord et s'était rendu jusqu'à Vienne. Et la ville était, je sais pas, c'est un siège qui a duré plusieurs années. Et la ville était ravagée par la famine, la maladie, etc. Les forces étaient épuisées. Et finalement, le protecteur de Pologne, je pense qu'il y a un titre particulier, là, il y a le gouverneur ou protecteur de Pologne, Jean III Sobieski, avec ses hussards ailés, ils avaient des espèces de trucs avec des plumes, sont arrivés par surprise et ont fondu sur le camp des troupes ottomanes qui assiégeaient Vienne et les ont complètement détruits. Encore une fois, c'était inespéré et les gens y ont vu encore une fois un miracle. C'est des miracles et l'Occident a été sauvé à ce moment-là par le roi ou le gouverneur de Pologne, Jean III Sobieski. Et ça, ce sont des événements marquants où est-ce que l'Occident a failli tomber. Et il y a eu un moment similaire à ça, et j'essaie de donner une vision d'ensemble parce qu'on est dans ce genre de moment extrêmement périlleux pour la civilisation occidentale, où est-ce qu'on est, tu sais, avec le wokisme, c'est rien. Le wokisme, c'est un des aspects de la subversion de la civilisation occidentale. C'est seulement un des aspects, le wokisme. Il y a, tu sais, avec l'immigration de masse, on en a parlé dans le web journal Endgame. Dans Endgame, on expliquait de quelle façon ils essaient de détruire la société civile pour arriver à une technocratie militaire. Mais ce mouvement d'infiltration des institutions date depuis au moins un siècle. Et le péril pour la civilisation occidentale est aussi grand parce qu'on était sur le point de perdre la civilisation occidentale. Si Trump ne rentrait pas en 2016, on perdait la civilisation occidentale. Ils avaient tous leurs pions en place, du pape jusqu'à tous les leaders. Justin Trudeau, c'était Merkel à l'époque. Tous contrôlés, tous mondialistes. Ils avaient un plan de 16 ans, de 16-year plan. Et on était sur le point de perdre la civilisation occidentale. Trump est arrivé comme Jean III Sobieski à la 11e heure. Et depuis ce temps-là, on est en train de reconquérir nos institutions. Et c'est ça que les gens perdent
de vue, c'est qu'on est en train de sauver la civilisation occidentale. Regardez aux États-Unis, et les gens, des fois, j'entends sur les réseaux sociaux des gens qui s'offusquent de tweets dans le genre « Ah, il n'aurait pas dû porter la couronne. » Tu sais, je trouve ça offensant. Prends-tu connaissance? Sais-tu dans quel moment de l'histoire est-ce que tu es, au lieu de chialer sur des trucs de pacotille? Je veux dire, prends-tu conscience du moment historique et de la gravité de la situation? Parce que cette fois-là, ça fait un siècle. C'est comme la progression de l'Empire ottoman. Hein, en Europe, il y a eu plusieurs phases, puis ils se sont rendus, ça a pris comme un siècle, l'Empire ottoman, ça a pris un siècle, ils ont pris les Balkans, après ça, c'était la Hongrie, puis ils se sont rendus jusqu'à Vienne, ça a pris un siècle à peu près. Et la situation était critique à Vienne. Et là, c'est la même chose avec l'infiltration communiste, marxiste ou le mouvement révolutionnaire mondial, l'international socialiste. Ça a pris un siècle. Ils ont pris le contrôle de toutes les institutions. Et finalement, la tête émergée de ça, c'était Barack Obama. Tu vois? C'est beaucoup plus facile. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus facile de subvertir un peuple de l'intérieur que de l'attaquer de l'extérieur. Ben c'est ça, finalement, le raffinement de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'attaque plus. Il y a eu une tentative de faire ça, de répandre la révolution avec des tanks. Ça a été l'Union soviétique qui a comme... et l'Allemagne et les États-Unis ont mis un frein à ça. Ça a commencé, on peut dire que l'infiltration a commencé à partir de 1936 avec la guerre civile espagnole. Où est-ce qu'on essayait de renverser des gouvernements, renverser les gouvernements traditionnalistes, tu vois. On essayait les communistes essayaient de détruire l'Église, détruire, etc., etc. Et on a appelé, en la guerre d'Espagne, on a appelé Franco un fasciste, mais c'est un traditionnaliste. Et donc, n'importe quelle pensée traditionnaliste, tu sais, où est-ce que tu mets la famille au centre, au centre des préoccupations, puis il y a comme, la religion, etc. N'importe quel, c'est appelé du fascisme. La famille elle-même, la structure familiale père, mère, enfant est appelée, le code humaniste, le codex humaniste est appelé du fascisme par ces gens-là. Et donc, on n'a pas réellement à négocier avec ces gens-là. Je vais vous montrer Steve Bannon qui explique ça, justement. Et donc, mais ils n'ont pas réussi lors de la Deuxième Guerre mondiale non plus. Ça s'est arrêté, il y a eu une division de l'Europe, etc. Et c'est à ce moment-là, dans les années 30, que les théoriciens de la Révolution, c'est-à-dire l'école de Francfort, j'en ai parlé à quelques reprises, ont été exfiltrés de l'Allemagne, ils sont arrivés aux États-Unis, puis se sont infiltrés dans les institutions d'éducation, etc. Ça a mené à... comment ça s'appelle? Mai 68 en France, piloté par Herbert Marcuse, pour renverser toutes les valeurs traditionnelles, le soi-disant patriarcat, comme si le père n'avait pas une fonction dans la société. On aurait pu corriger des trucs, d'une façon un peu plus lente, un peu plus douce sur la structure familiale. Mais là, ici, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était la destruction de la structure familiale. Et à partir du moment où est-ce que tu détruis la structure familiale, tu détruis la société parce que la famille, c'est le noyau de la société. Voilà, je viens de le dire, je suis un fasciste. Et donc, ces révolutionnaires-là ont commencé, à travers le trotskisme, etc., ont commencé à infiltrer les institutions en Occident. Puis, comme je l'ai dit, les universités, puis en contrôlant les universités, ils ont comme produit des étudiants radicaux. Puis là, maintenant, ces étudiants-là radicaux se retrouvent en politique, ils se retrouvent dans les écoles de journalisme, etc. Puis ça nous amène au wokisme, etc. Mais ça vient de l'école de Francfort. Et donc, alors que les ennemis étaient extérieurs lors des dernières tentative de destruction de la civilisation occidentale. Comme l'a dit J.D. Vance dans son discours à Munich, l'ennemi ici est intérieur, comme le dit aussi JFK lors de son allocution à la Galerie de la Presse, comme Trump l'a répété, etc. L'ennemi est intérieur. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est on est à un moment charnière de la civilisation occidentale et c'est pas le temps de ramollir et il faut pas non plus avoir le syndrome du spectateur. Le truc, c'est fight, fight, fight. OK? Et donc, je vous montre un clip de Steve Bannon qui explique justement que le temps de la discussion est terminé avec la gauche radicale. Il faut se mobiliser, prendre le pouvoir, puis faire appliquer des politiques de retour du gros bon sens. Se débarrasser des politiques et des politiciens woke. Je vous montre Steve Bannon qui dit « Le temps de la discussion est terminé ». A student of history and has seen what has happened in history to calm things down rather than calm things.
Donc, vous êtes un étudiant de l'histoire, vous avez vu, parce qu'aux États-Unis, là, les gens parlent de guerre civile et tout, parce que, vous voyez ce qui se passe avec l'immigration. Pouvez-vous imaginer qu'il y a comme des dizaines de politiciens, de juges, etc., qui font tout en leur pouvoir pour conserver l'immigration illégale? On est rendu là, c'est même plus, on pourrait considérer ça comme de la trahison, mais ces gens-là ne considèrent même plus qu'on devrait avoir des frontières. On est rendu à ce niveau-là d'avilissement de la pensée en Occident. On ne défend même plus les frontières, c'est rendu fasciste d'avoir des frontières. Comment on en est rendu là? Ben, on a été extrêmement passifs. Ils nous ont volé nos élections, ils ont pris le contrôle des tribunaux de la Cour suprême, etc. Ils ont modifié complètement notre style de vie, alors que nous autres, on parlait, là, puis on regardait la télévision. Là, maintenant, c'est le temps de l'action, nous explique Steve Bannon. At all to warn people. Do you think if we calm things down, they're going to stop? What planet are you living on? This is my problem with this whole concept of liberal debate. Donc, Steve Bannon a un problème avec le débat de type libéral. Là, ça ne sert à rien. We're in a revolutionary time. If you don't warn people about it and say, we must go to the ramparts, because if you're just passive and docile and just flick the channel and watch the National Football League. Il dit on doit monter au rempart parce que si vous êtes passif, vous regardez la télévision, vous faites juste changer de poste puis aller à la prochaine partie de football, eh bien, on a perdu notre pays. And go to Taylor Swift concerts, it's over. You need to rally people to say no. It's no longer about debate. You're not going to reason with these people. On raisonne plus avec ces gens-là. C'est le temps de passer à l'action. Et donc, c'est ça que je pensais juste au fait, comme je disais, je parlais tout à l'heure d'infiltration, tu vois, tout ça, tout ce qui nous impose, en fait, c'est toujours à l'extérieur du cadre démocratique. On élit des gens qui ne nous représentent plus. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. On se fait imposer les objectifs c'est totalement antidémocratique. On se fait imposer les objectifs du développement durable, toutes les mesures du Forum économique mondial, la destruction de l'urbanisme. Hein, on essaie de faire de nous des Ewoks. Je l'ai déjà dit, des Ewoks, c'est-à-dire sans énergie, puis on n'aura même pas le droit de manger de la viande. Nos enfants se font endoctriner dans les écoles et on ne peut même pas les retirer de l'école. Il n'y a aucun débat de la part du camp d'en face. À un moment donné, il faut se tenir debout. Il faut se tenir debout et dire non et prendre action et se mobiliser. Par exemple, à Montréal, il y a une élection, je pense, dans 2 semaines. On tombe en élection. Les 2 candidats favoris, c'est des partis de gauche, c'est le NPD puis le Parti libéral. Luc Rabouin, c'est NPD. L'autre, Soraya, quelque chose, c'est le Parti libéral. Les 2 vont continuer à construire des pistes cyclables. Et donc, où est le candidat du Parti conservateur là-dedans? Où est le candidat de l'Institut économique de Montréal pour ramener on n'en a pas. Et on va se faire imposer. La campagne passe comme à Paris ou comme dans d'autres villes avec la campagne. Les thèmes de la campagne ça va se passer sans qu'on discute, comme la plupart des campagnes électorales, du fond des choses et qu'on puisse faire un choix éclairé. Et finalement, on va continuer à se faire imposer de la merde pendant des années à venir. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'école de Francfort qui a pris le contrôle des institutions en Occident, qui avait une stratégie lente d'infiltration des institutions. C'est ce dont JFK a parlé ici aussi, entre autres, quand on parlait de Armies by Day versus Invasion by Night, etc. Je ne vais pas rejouer le clip. J'ai perdu des abonnés la dernière fois que je l'ai fait jouer. William Reich, qui a écrit le livre La psychologie de masse du fascisme et qui explique finalement que la structure familiale occidentale, père, mère, etc., c'est le fondement du fascisme. Hein, c'est-à-dire, si on veut détruire le fascisme en Occident, on doit détruire la famille. Et qu'est-ce qu'on voit partout? On voit des entreprises de destruction de la famille, surtout depuis mai 68, depuis... l'infiltration des institutions, mai 68, etc. Je vous montre un clip de Marie-Estelle Dupont qui explique ça très bien. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises dans les webjournaux, mais elle, c'est le fun quand ça vient d'une autre personne et d'une spécialiste de la petite enfance. Marie-Estelle Dupont sur la destruction de la figure du père. J'en ai déjà parlé, j'ai parlé de parricide. J'ai parlé de parricide à plusieurs reprises dans la société occidentale. On nous fait croire que l'homme, si vous regardez les films, là, à peu près 99% des figures paternelles dans les films sont des ratés ou des violents.
sur tout ce qui vient d'Hollywood, là, c'est absolument... Le gars est toujours en retard pour le concert de sa fille ou fait pas ses paiements ou doit négocier avec le chum de son ex, de sa femme, pour la visite des enfants, etc. Ou c'est un repris de justice où il est violent. Puis c'est pas juste des films où l'ex-mari est littéralement violent. C'est d'autres films où est-ce que des films surnaturels, où est-ce que le mari se transforme en loup-garou et la famille a peur de lui, où est-ce qu'il y en a comme une multitude. Si vous regardez, vous mettez des lunettes de l'analyse politique et vous regardez les films, vous faites de l'herméneutique cinématographique, vous allez vous rendre compte que la figure du père est massivement attaquée par ceux qui créent la trame narrative en Occident. Okay? C'est toujours violent, raté, etc. Et regardez ce que dit Marie-Estelle Dupont là-dessus. Mais quand on casse la figure du père au nom de le patriarcat, c'est pas bien, en réalité, on crée un boulevard pour que l'État ait une mainmise sur l'éducation de l'enfant. Si le père, qui représente le surmoi, la loi, l'adaptation au monde extérieur, les... Oui, je l'ai expliqué à plusieurs reprises que le père représente le surmoi, c'est-à-dire le nom du père et le principe de réalité aussi. Règles sociales, parce que lui-même s'y soumet, etc., est mis de côté et qu'on dit non mais on n'a pas besoin d'un père pour faire des enfants. Qui est en première ligne? Qui va être en danger? Qui est la figure qu'on va attaquer ensuite? La mère. Et aujourd'hui, ça y est, on a cassé le père, on a dit c'est bon, les femmes elles peuvent tout gérer, résultat les femmes se retrouvent avec une charge mentale délirante, et donc forcément, elles ont moins envie d'enfants, parce que quand on doit tout faire, être performante économiquement, éduquer les enfants, rester féminine, on s'en sort pas. Et une fois que la femme est vulnérable parce qu'elle est seule et qu'elle est isolée avec l'enfant, l'État, le marketing, la publicité, le monde extérieur a encore plus de prise sur la famille. Les murs de la famille, les murs du foyer, ils tombent en fait. Et c'est là qu'on se retrouve avec des enfants qui sont remis à l'État. Littéralement, l'État peut les endoctriner. J'ai expliqué dans Endgame de quelle façon la prise de contrôle de l'État est essentielle pour les mondialistes parce que, en contrôlant l'État, ils peuvent appliquer les mesures coercitives et mettre en branle toutes sortes de programmes d'éducation, rééducation, avec cette subvention des médias. Donc, tout ça se tient ensemble. Tu prends le contrôle de l'Église, tu prends le contrôle du Vatican, tu prends le contrôle de la famille et tu te retrouves... ils y sont arrivés, c'est-à-dire qu'on est rendu à ce niveau de putréfaction. Tu casses la figure du père, qui est le gardien de la limite et du principe de réalité, puis tu te retrouves avec un monde où les gens sont plus attachés au réel, hein, c'est-à-dire... on vit dans un monde virtuel où on pense que c'est les gens qui disent qu'ils sont en fait des animaux, qu'ils sont en fait une fille alors qu'ils sont garçons, etc. Et en brisant la famille du père, tu prends le contrôle de la famille, des frontières, du genre, etc. Ça a été expliqué dans Endgame aussi. Et donc, et ils avaient réussi, et Trump est arrivé à ce moment-là, justement, au moment où ils allaient abattre leurs cartes, nous faire entrer dans un système de contrôle totalitaire et ont mis en échec leur plan et ça s'accélère de jour en jour. Vous voyez? Donc, il y a une façon de le faire. Prenons juste ça ici, par exemple. Continuons là-dessus. Vous voyez, c'est comme l'euro numérique repoussé au calendre grec. Ça a l'air de pas... Il a l'air de ne pas avoir de lien avec Trump là-dessus. Or, il y en a. Il y en a... euro numérique, vous voyez. Donc, vous voyez, ça a commencé ici. Ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu beaucoup de personnes qui ont peur de l'identité numérique en Angleterre, etc. Oui, c'est préoccupant. Et le système de contrôle, c'est pas tant l'identité numérique, c'est le système d'argent digital. Et aux États-Unis, Trump a interdit l'argent digital, la Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire le dollar digital qui permettrait, par exemple, de faire des quotas de trucs que tu peux acheter. Genre, tu as dépensé ton quota d'essence ou d'énergie cette semaine, tu peux plus dépenser pour l'énergie, mais tu pourrais t'acheter une tuque et des mitaines, tu vois, un foulard, parce qu'il te reste encore de la place dans la catégorie vêtements où tu as dépensé ton maximum de viande rouge cette semaine. On fait ça avec l'argent numérique. Et Trump a interdit ça. Et il a libéré les cryptos. Ouais. Et donc, si vous regardez, encore une fois, je ne peux pas faire des web journaux genre de récapitulation de tout ce qu'on fait à chaque fois, mais si vous, les revirements sur Trump sont tellement
si on a une vue d'ensemble, sont tellement étranges, m'apparaissent tellement étranges et partielles, semblent ne reposer sur rien. Encore une fois, je mets ça sur le trop-plein d'informations et... comment j'avais expliqué ça? Trop-plein d'informations et le manque de vision synoptique. Vous voyez? Donc, Trump qui dit ici, Trump signe une loi sur les stablecoins après avoir interdit les monnaies digitales aux États-Unis. Trump signe une loi sur les stablecoins, c'est-à-dire la crypto. Et donc, il vient de faire voler en éclats le contrôle sur l'économie des banques centrales. Allô, Pierre Hillard, là, tu sais, tes amis, les Lubavitch, là. Ben, c'est ça. C'est ceux qu'on accuse de contrôler l'argent, ben là, ils n'en ont plus de contrôle, tu vois. Donc, alors que l'industrie des crypto-monnaies vise une adoption généralisée, j'en avais parlé de ça, encore une fois, c'est un retour en arrière, mais c'est pour vous montrer. Puis là, il y a des nouvelles sur l'euro numérique. Et là, quand Trump a interdit la monnaie digitale sur le dollar et qui est la base du contrôle, tu sais, comme Amélie Paul elle me disait aujourd'hui, ils veulent nous contrôler, etc. Oui, la base du contrôle, c'est le contrôle sur l'argent. Ça fait 400 ans que les Rothschild vous expliquent que donnez-moi le contrôle de la banque et je me fous qui fait les lois. Elle est bien connue, cette phrase-là. Et ils ont contrôlé l'économie, ils ont été capables d'endetter les États, de créer des dettes nationales qui étaient contrôlées par la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse. Et ils étaient capables de... Et l'objectif, si vous lisez Carol Quigley, Tragedy and Hope, le mentor de Bill Clinton, qui explique très bien le mouvement révolutionnaire mondial, il disait que justement l'objectif, c'était de faire en sorte... L'objectif de la Banque des règlements internationaux, c'était de faire en sorte que tous les États soient endettés. À partir du moment où tous les États sont endettés, ils perdent leur souveraineté. Et donc, la dette était un outil politique. La dette était un outil pour soumettre les nations. Je me répète encore une fois. Mais... Et donc, ce que Trump fait ici, c'est qu'il libère, c'est-à-dire qu'ils ont pris le contrôle des États à travers l'économie, pas avec des avions de chasse ou des mitraillettes. Le mouvement révolutionnaire mondial, c'est-à-dire Wall Street et la révolution bolchevique, ça c'est un autre... c'est comment il s'appelle, l'autre? Il y a Carol Quigley, puis il y a Anthony Sutton, Wall Street and the Bolshevik Revolution. Encore une fois, un livre très bien détaillé qui explique comment Wall Street a financé le communisme. Essentiellement, le communisme n'aurait jamais, les communistes n'auraient jamais, l'armée rouge n'aurait jamais vu le jour sans le financement de Wall Street. Trotsky a reçu son premier paiement, je pense que c'est un 10 000 du banquier Schiff, d'une banque à New York, puis il est allé avec ce 10 000 $-là au début des années du 20e siècle. Ça valait une fortune, c'était comme des millions et des millions. 10 000 $ pour partir de l'Armée rouge. Le financement de l'Armée rouge vient de Wall Street. Et donc, ces gens-là, si vous connaissez bien l'histoire du communisme, vous savez que les communismes et la haute finance de Wall Street sont liés. Et en tout cas, il y a des liens avérés et qu'ils ont utilisé partout en Occident. Ils ont utilisé, encore une fois, c'est dans le livre Tragedy and Hope, ils ont utilisé l'arme financière pour prendre le contrôle des États, les endetter, etc., etc. Et quand ils financent les deux côtés, tu sais, quand il y a un conflit, puis tu dis, les banquiers financent les deux côtés d'un conflit, c'est pas pour vendre des armes, par exemple. Tu sais, c'est pas parce qu'ils veulent faire du profit avec les armes, ils profitent de la guerre. Ça, c'est une conception ridicule. Les banquiers ne profitent pas de la guerre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'endetter les États. Plus les États s'endettent avec la guerre, plus les banquiers contrôlent les États. Et donc, l'aspect financier a toujours été essentiel dans la prise de contrôle politique du mouvement révolutionnaire mondial, y compris la Fed, la création de la Réserve fédérale, qui était un crime absolu. Et Trump arrive et se débarrasse du contrôle des financiers en interdisant premièrement la monnaie digitale et en libéralisant le Bitcoin, les stablecoins, etc. Et ça, c'est une longue parenthèse, là, mais les banquiers européens ont tout de suite réagi. L'Europe accélère son projet d'euro numérique pour contrer la domination des stablecoins américains. Alors, c'est action-réaction. Ils n'étaient pas contents. L'État profond européen n'était pas content des actions de Trump et donc a accéléré la création d'un euro numérique. Et là, tout le monde se disait, mais Alexis, qu'est-ce qui se passe? T'sais, on est dans la merde, etc. Les Français, ils n'étaient pas contents. Ouais, c'est bien ce qu'il fait Trump, mais nous, on est dans la merde. Et finalement, qu'est-ce qui se passe?
L'euro numérique, confronté à un nouveau retard, son lancement est repoussé, désormais prévu pour 2029, c'est-à-dire dans 4 ans. Là. Pourquoi ça a été repoussé? Parce qu'il y a une diplomatie active en coulisses. Et voilà, tu vois, et c'est comme la liberté d'expression en Angleterre. C'est un État qui est comme 1984 dans le livre, comme Big Brother dans 1984, qui surveille tout puis qui vous arrête dès que vous avez une virgule déplacée dans vos commentaires. Si vous n'êtes pas content avec l'immigration, disent que certaines personnes ne sont pas adaptées, puis qu'ils devraient peut-être... Clac! La police vient cogner à votre porte, etc. C'est comme dans 1984, c'est comme dans George Orwell 1984. Et donc, qu'est-ce que Trump a fait? Parce que le fondement de la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Lorsqu'il a vendu de la technologie d'intelligence artificielle à l'Angleterre, il a exigé que l'Angleterre se commette à défendre la liberté d'expression. Starmer bows to Trump by vowing to protect free speech. Il a promis avec cet accord-là sur l'intelligence artificielle militaire, il a promis de défendre la liberté d'expression et s'est probablement calmé et a accepté plus de liberté d'expression sur les forums, surtout sur les plateformes américaines, je pense. Je pense que c'est ça, hein, c'est YouTube, Twitter, etc. Ailleurs, je ne sais pas, mais moi, je vois ça exactement dans la même lignée que ça ici, l'euro numérique. Donc, Trump ça se fait en coulisses, c'est-à-dire c'est du tordage de bras en coulisses. Oui, von der Leyen a cédé à Trump, lui a comme livré sur un plateau un certain nombre de choses. Pourquoi von der Leyen a littéralement accepté les termes de Trump dans l'accord commercial il y a quelques mois, il y a 2-3 mois? Parce qu'elle a été contrainte. Pourquoi a-t-elle été contrainte? Parce qu'elle est compromissible avec, je l'avais expliqué à l'époque, à cause de ces dossiers, tous les courriels qui avaient disparu avec Pfizer, avec les contracteurs militaires allemands, etc. Elle est dans la merde et les Américains ont l'information sur elle et donc ils sont capables de la faire signer. Les Américains sont aussi capables de faire signer Starmer sur la protection de la liberté d'expression et sont aussi capables de repousser au calendrier grec l'adoption de l'euro numérique. Et donc, il faut juste être patient. C'est pas vrai que les États-Unis sont juste axés sur ce qui se passe dans leur pays. Ils travaillent aussi à régler un certain nombre de problèmes de la civilisation occidentale. Okay? Parce que les États-Unis ne peuvent pas vivre en vase clos. On est dans un monde interconnecté. Les États-Unis ne peuvent pas être comme une espèce d'îlot de liberté alors que c'est la tyrannie partout ailleurs parce que ça va nécessairement se répercuter sur eux. Et donc, si tu veux atteindre réellement la liberté et la grandeur, eh bien, tu dois faire en sorte qu'il y ait que tu aies des alliés stables, ouais? que le monde dans lequel tu opères soit... Tu peux pas t'émanciper dans un climat toxique. Et donc, mais tu y vas au compte-gouttes, tu vois, avec des trucs comme ça. Mais tout ça pour dire que l'euro numérique, qui était l'outil de surveillance et de contrôle complet, la finalité de ça a été repoussée encore une fois. Donc, probablement, en tout cas, je ne vois pas que ça a vraiment d'avenir. Tout ça pour dire que le point numéro 2, c'était ça ici. On va passer au Canada tout à l'heure. Les gens lors du dernier web journal, j'ai parlé un petit peu du Canada et les gens disent « Oui, mais Alexis, qu'est-ce qui va se passer ici? » Je ne pense pas qu'on va être le 51e État, mais je vais vous expliquer ce qui est possible, selon moi, ce qui est possible qu'il advienne au Canada. Donc, autour de John Brennan qui a été référé, le comité sur les affaires du renseignement du Congrès a référé John Brennan au département de la justice pour que des accusations aux criminels soient portées contre lui pour avoir menti devant le Congrès. Et là, bon, ça se passe aujourd'hui, mais il y a eu une phase préparatoire et c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces informations-là se font au compte-gouttes. Pas ces informations-là, mais ces opérations-là, c'est-à-dire pour arriver à finalement mettre derrière les barreaux un directeur de la CIA, un ancien directeur de la CIA, il y a une phase de préparation, il faut que le public soit informé. Tu ne peux pas arriver comme cold turkey. Je sais comment on est les gars. Hein? Je veux dire, quand tu es excité, tu veux avoir accès immédiatement sans préliminaire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez, le public, le public a besoin d'être réchauffé, a besoin de préliminaires, a besoin d'être prêt à recevoir des accusations comme ça. Et c'est pour ça que ça prend... Je m'enfonce là.
Un peu d'humour. Et donc, tu vois, ça, c'était au mois quand Tulsi Gabbard est sorti au mois de juillet dernier pour dire ça fait assez de préliminaires là, je suis d'accord, mais c'est parce qu'il vient, tu sais, l'administration Trump vient d'arriver, c'est-à-dire ça fait moins d'1 an, puis là, Tulsi Gabbard est arrivée, elle, nous autres, ça fait longtemps il y a comme 3, 4, peut-être 5% de la population que ça fait longtemps qu'il est là-dessus. Mais Tulsi Gabbard est arrivée en fonction, je pense, au mois de mars. Et puis là, c'est le temps d'ouvrir les enquêtes, d'ouvrir les dossiers. Au mois de juillet, elle a fait ses accusations contre Barack Obama. Barack Obama avait tenté un coup séditieux. Elle avait toutes les informations qui expliquaient qu'Obama avait mis en branle un coup séditieux pour renverser la volonté de la Constitution et la volonté du peuple américain. Et là, il y a Matt Gaetz qui en a parlé ici. Vous voyez, on parlait de Brennan à l'époque. Matt Gaetz à One American News. Est-ce que John Brennan devrait être accusé au criminel? Il était avec Mike Benz sur ce sujet-là. Et donc, c'est-à-dire on place les informations. Tulsi Gabbard qui arrive, on en discute à l'été, il y a des débats, etc. Là, maintenant, c'est le Congrès qui réfère au département de la justice et éventuellement, il va y avoir des accusations. Ouais, c'est presque certain rendu là. Mais qu'est-ce qui... et ça, c'est encore une fois, c'est du jamais vu. Le fait qu'il y ait des arrestations dans la branche exécutive et dans la branche judiciaire du gouvernement. Vous n'allez pas voir ça dans aucune démocratie, aucun pays occidental. Je l'ai expliqué. Là, et il faut réussir à faire ça sans que Trump soit dépeint comme un dictateur. Donc, il faut être ferme, comme j'ai dit en début du web journal. Il faut être... avoir la fermeté d'aller au fond des choses tout en ayant la délicatesse de faire en sorte que la bombe ne nous explose pas en plein visage, en plein milieu de l'opération. Mais qu'est-ce qui sort là-dedans? C'est-à-dire, bon, Brennan est impliqué non seulement dans... là, ici, c'est avoir menti au Congrès, mais il y a plein de trucs qui tombent sur lui, comme... Ouais, ici, comme cette histoire de collusion avec la Russie, donc il est impliqué là-dedans. L'histoire des visas lors du 11 septembre. Il y a Tucker Carlson qui a fait une série sur les attentats du 11 septembre. Je vais la publier en entier. Elle n'est pas traduite si les soldats digitales veulent s'y attarder. Elle fait 26 minutes, mais il a fait un documentaire sur l'implication de la CIA dans le 11 septembre, qui est vraiment bien fait, puis ils ont interviewé des témoins, puis ils ont des personnes qui parlent, et puis il y a des documents qui sont montrés. Et John Brennan est impliqué là-dedans, puisque John Brennan a été chef d'antenne de la CIA en Arabie Saoudite et a été impliqué dans l'octroi des visas pour je pense que c'est au moins 11 des pirates du 11 septembre. Et par la suite, lorsque le FBI enquêtait sur les pirates du 11 septembre, les Saoudiens, le FBI a tenté la CIA a tenté d'écarter le FBI, de taire les pistes, etc. Je vous montre une partie du documentaire. C'est pas traduit, mais ça vaut la peine. For 24 years now, politicians, the media, intel agencies in this country and abroad have all demanded that you believe the official story about 9/11, of which the apparent role that former CIA Director John Brennan played in helping bring the 9/11 hijackers to the United States, and the remarkable lengths the CIA went to protect the 9/11 hijackers from the FBI and from domestic law enforcement. Telling the full story requires starting before the attacks, going back to something called Alec Station, that was the CIA's bin Laden unit in 1999. My name is Mark. Et là, il remonte la filière de Al-Qaïda, parce que tout le monde sait que Al-Qaïda et Osama Ben Laden, c'était des agents de la CIA. Hein? C'était la CIA qui a créé Al-Qaïda pour combattre les Russes en Afghanistan. Les Moudjahidines, quand les Russes sont entrés en Afghanistan, les Américains ont dit « Ouais, super, on va mobiliser un effort transnational, un effort mondial où on va aller chercher des djihadistes partout dans le monde, au Maghreb, même en Asie, en Indonésie, etc. Puis on va les envoyer à travers des filiales, des corridors de transmission de la CIA jusqu'en Afghanistan pour
se battre contre les Russes. C'est une armée de mercenaires, littéralement. Et Al-Qaïda, c'était l'outil de la CIA. Ça a été créé, c'était comme John Brennan était instrumental là-dedans et encore une fois, était impliqué là-dedans, disons. Et Tucker Carlson qui sort ça, et donc c'est ça, finalement, le fait d'avoir menti devant le Congrès, c'est comme probablement le dernier de ses problèmes. Il va être accusé de trahison, mais pour en arriver jusque-là, il faut détruire la personnalité, l'image et l'aura de quelqu'un. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Il y a aussi, à travers tout ça, à travers le Russia hoax, les gens parlent beaucoup de surveillance. J'écoutais Momochi qui parlait de surveillance, etc. Aux États-Unis, ils s'attaquent à ça, justement, parce que ce qui sort avec toute cette histoire de collusion avec la Russie, c'est le fait que les agences de renseignement espionnent les politiciens pour des fins politiques. C'est en train de sortir au grand jour. Ben, je veux dire, c'est déjà sorti, mais on informe le public là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que les agences de renseignement sont militarisées, se retournent contre des citoyens ordinaires, contre la population. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand réveil, tu vois, c'est le grand réveil. Les gens se rendent compte d'un ensemble de choses, de la corruption des gouvernements, on arrête... il y a des juges qui ont été arrêtés aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI, etc. Il y a comme cette prise de conscience-là nécessaire, mais pas que. Tu vois, ici, la CIA admet avoir espionné des membres du personnel du Sénat. Donc, ils espionnent des politiciens, tu vois. La CIA, normalement, qui ne devrait pas avoir d'activités à l'intérieur sur le territoire américain. La CIA, c'est à l'extérieur. La CIA dépend du département d'État, c'est-à-dire la politique étrangère. Il ne devrait y avoir aucune activité de la CIA sur le territoire américain. Et là, ils espionnent les membres, des employés du Sénat. Oui, et c'est ce que j'ai dit finalement. Quand j'ai expliqué à plusieurs reprises que JFK voulait briser la CIA en 1000 pièces parce que la CIA avait métastasé et maintenant espionnait les politiciens. Mais en espionnant les politiciens, tu connais les faiblesses des politiciens. Tu peux les faire tomber dans des pièges, tu sais, avec des filles ou avec de l'alcool ou de la drogue ou toutes sortes de... Les filmer dans des positions comprises. C'est un peu comme Jeffrey Epstein, tu vois, et finalement les contrôler. Et j'ai expliqué à plusieurs reprises que la CIA était devenue un État dans l'État. Mais là, c'est ce qui sort, c'est ça, finalement. C'est que la CIA est un État dans l'État. La CIA est impliquée dans le 11 septembre. La CIA est impliquée dans l'espionnage contre des politiciens américains. La CIA est impliquée dans une subversion de la démocratie, dans la haute trahison, etc., etc. C'est le rêve de JFK qui est en train de s'accomplir. Ici, il n'y a pas que, hein, c'est que, par exemple, ici, l'opération Arctic Frost. Que savons-nous de l'opération Arctic Frost? Ça, j'aurais dû en parler la semaine dernière quand j'ai parlé de Jack Smith. Trump, former official, should be prosecuted for Arctic Frost. L'opération Arctic Frost, c'est une opération du FBI en collaboration avec le procureur Jack Smith sous l'administration Biden visant à espionner des politiciens, des membres du Congrès, etc. Et donc, pour leur rôle potentiel ou non, ou anticipé sur la révolte du 6 janvier. Et donc, oui, c'est ça qui est en train de sortir. C'est-à-dire sous Biden, on les laisse faire, ils commettent ce genre de crime-là, puis après ça, Trump arrive et divulgue ça, rend ça public, et les gens prennent conscience de la haute trahison des agences de renseignement. Et tout ça est en train de sortir. Et tu vois, là, il y a John Brennan qui fait la tournée des plateaux, très, très nerveux, en disant c'est une vindicte personnelle, Trump m'en veut, etc., etc. OK? Donc, et finalement, donc c'est ça. C'est une inculpation pour en finir avec John Brennan. C'est une inculpation, c'est pas une inculpation, c'est un référé au département de la justice pour avoir menti au Congrès. Mais le fait d'avoir menti au Congrès, qui est déjà une offense criminelle, c'est le dernier de ses soucis, puisqu'en arrière de ça, il y a... je veux dire, tout son rôle sur le 11 septembre, la haute trahison, etc. Et pas que, il y a aussi des activités comme, par exemple, le fait d'avoir été un des signataires des 51 anciens du renseignement qui avaient dit que le portable d'Hunter Biden, c'était de la désinformation russe, alors qu'ils savaient que c'était pas de la désinformation russe. Ça, encore une fois, c'est de la haute trahison, c'est le fait de s'ingérer dans une campagne électorale, voyez, de mettre son poids, etc., etc. Donc, les problèmes commencent, comme on pourrait dire, les problèmes commencent. On va terminer avec ça ici, le Canada. Négociation avec le Canada rompu. Tout le monde, j'ai reçu, je sais pas, comme plein de courriels de questions sur ça, qu'est-ce qui va se passer avec le Canada, etc. Le premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a publié une annonce
sur la télé américaine où on voit Ronald Reagan qui dit que les tarifs, c'est pas une bonne chose, les tarifs, c'est pas une bonne chose, etc., etc. Et là, Trump qui a mis fin aux négociations. Les négociations avec le Canada sont rompues à cause de cette publicité-là. Et là, la fondation Ronald Reagan est sortie pour dire que c'est une mauvaise utilisation de l'image. C'est pas ce qu'il voulait dire si on prend le contexte. Et finalement, c'est ça. Les négociations sont rompues. Et ça va de mal en pire pour le Canada. Et je vais expliquer finalement ce que je pense qui va se passer. J'ai toujours dit depuis le début que je ne pensais pas qu'on allait devenir le 51e État. Parce que pour devenir le 51e État, Trump ne joue jamais de coup où le résultat n'est pas déterminé d'avance. Et pour assurer que le Canada soit un 51e État, il faudrait des référendums dans toutes les provinces. Il faudrait aussi un vote au Congrès, probablement, etc. Et c'est hautement important. Il faudrait convaincre. Il y a tellement de personnes qu'il faudrait convaincre pour ça. Même si c'est la meilleure solution. Les gens disent c'est la seule option. Les gens qui y croient, là. Je ne suis pas contre, là. C'est pas, mais tu sais, il y a tellement d'aléas, comme on dit, avant d'arriver à c'est hautement improbable. Le chemin est parsemé d'embûches. Et c'est beaucoup plus simple de créer comment je pourrais dire, de signer des ententes législatives, des mesures, face à face avec Carney, quelqu'un que je pense que Trump peut contrôler, là, Carney, ou qui peut raisonner. C'est beaucoup plus simple de signer des ententes de gré à gré comme ça. Et surtout que, vous voyez, regardez juste ça ici, les Canadiens qui veulent une approche douce avec les États-Unis, une approche amicable avec les États-Unis. Sous Biden, c'était 73 %. Et maintenant, en mars 2025, c'était 23 %. Les Canadiens, c'est non. Tu sais, il y a un rejet complet des États-Unis, même si le sondage est truqué, puis c'était comme, mettons, 30 ou 35, c'est juste pas faisable. Il n'y a aucune façon que ces référendums-là vont passer. Puis ce que je disais la dernière fois, c'est que les Canadiens vont préférer s'appauvrir plutôt que de céder devant le méchant Trump, l'homme orange. Et donc, la voie des référendums, pour moi, et du 51e État, c'est pas possible. OK? Ce que Trump veut faire, par exemple, là, ça fait très mal au Canada. Les industries sont en train de déménager une par une aux États-Unis pour éviter les tarifs et notre base industrielle, je l'expliquais la dernière fois, va s'appauvrir, va s'affaiblir et le Canada va être dans une position très, très, très difficile. Et placé dans une position très, très, très difficile, c'est seulement lorsque le Canada sera placé dans une position très, très, très difficile qu'il sera en mesure de signer un accord de gré à gré qui va changer la situation. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de participer au Golden Dome, si on est dans une... c'est la même chose avec le Hamas. C'est-à-dire que si le Hamas est en position... J'expliquais ça, là. Si le Hamas est en position de force, si on lui donne, avant qu'il ait libéré les otages, si on lui donne le bon Dieu sans confession, comme on dit, là, si on lui donne ce qu'il veut, un État palestinien, avant même qu'il ait libéré les otages, ben, il n'y a aucune raison de libérer les otages. Et donc, il faut en premier faire pression pour qu'il libère les otages, pour après, il y a comme une séquence aux choses. Et donc, Trump ne peut pas, étant donné que Trump veut un truc Golden Dome, il ne peut pas faire passer des mesures comme celle-là, alors que le Canada est en position... est encore solide sur ses pieds. Donc, c'est un peu comme le Hamas, étant donné que la population canadienne n'aime vraiment pas les États-Unis, il faut continuer à affaiblir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vous explique ce que je pense, là. Je préférais que ça aille bien économiquement, là, mais donc, il va continuer à faire pression sur le Canada pour qu'éventuellement, le Canada soit suffisamment affaibli, ou, tu sais, comme Doug Ford, là, le premier ministre ontarien, il y a eu l'arrogance d'aller faire une publicité avec Ronald Reagan sur la télé américaine. Ben là, je suis sûr qu'il ne le refera plus, tu vois. Et donc, c'est comme, éventuellement, c'est ça, tu veux négocier, tu veux les amener à je ne sais pas exactement quel qualificatif utiliser, là, mais tu veux faire en sorte que les politiciens, les négociateurs canadiens gardent une tête froide, soient dans une position où est-ce qu'ils sont susceptibles de signer une entente. Ça prend un certain affaiblissement pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en position de force, puis que les négociateurs canadiens soient en position, un peu de faiblesse.
Parce que ce qu'il veut faire passer, c'est quelque chose comme ça, le Golden Dome, l'accès à l'Arctique, je l'ai déjà expliqué. Et donc, finalement, je pense pas qu'on va devenir, juste pour rapper, là, parce que je me perds en conjecture, pour conclure, parce que je me perds en conjecture, on pourrait, je pense pas qu'on va devenir le 51e État. Cependant, ce qu'il pourrait y avoir entre le Canada et les États-Unis, c'est quelque chose comme l'espace Schengen en Europe, avec une libre circulation des personnes et des marchandises, qu'il n'y ait plus de postes frontaliers, par exemple à Lacolle, etc., etc. Ça prendrait, pour arriver à quelque chose comme ça, un espace Schengen en Amérique du Nord. Tu sais, en Europe, il n'y a pas de frontières. Là. Tu es en France, tu es en Belgique, Luxembourg, Allemagne, tu reviens par l'Italie, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Ouais. Mais chaque pays a des législatures indépendantes, tu vois. Et donc, on pourrait arriver, sans devenir le 51e État et être régi par la Constitution américaine, on pourrait arriver à quelque chose de mitoyen, une position mitoyenne, sans avoir comme une position où le Canada est totalement indépendant, puis les États-Unis sont un autre pays complètement, comme c'est le cas présentement, puis le Canada fait chier, puis Trudeau invite les troupes chinoises à rentrer au Canada s'entraîner, etc., etc., et puis les laboratoires P4 vendent des pathogènes à l'armée de libération de la Chine et tout ça, pour éviter ce genre de merdier-là où le Canada est entièrement indépendant et peut se retrouver dans une position où il devient un ennemi des États-Unis, comme sous le gouvernement Trudeau. Ça prend quelque chose de plus que l'entente actuelle. Ça prend une intégration plus profonde, mais donc c'est quelque chose entre l'État actuel et le 51e État. Et la position mitoyenne, c'est quelque chose comme l'espace Schengen en Europe, selon moi. Okay? Où les États-Unis auront accès au territoire canadien, les Canadiens auront accès au territoire américain. Il y aura libre circulation des personnes et des marchandises, tout en ayant... Et les contrôles se feront au point d'arrivée, c'est-à-dire comme en Europe, tu vois. Donc, les autorités canadiennes auront les mêmes restrictions que les postes frontaliers américains, etc. Il y aura comme une entente exhaustive sur le fond qui permettra aux bateaux américains de passer par le passage du Nord, qui obligera les services douaniers canadiens à avoir certains barèmes qui sont utilisés par les Américains, etc., sans toutefois tomber dans l'intégration complète du 51e État. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et j'ai juste oublié de mentionner encore une fois quelque chose. Il y a une vidéo très intéressante, je ne sais pas, je le mettrai sur Telegram peut-être, où Trump, encore une fois cette semaine, a publié une vidéo sur son Telegram, sur son Truth Social, qui implique Barack Obama, qui dit que Barack Obama est coupable de trahison, etc. etc. Peut-être que c'est trop tard pour ça maintenant, mais qu'on est à 1h05, mais il faudrait revenir en arrière. Mais voilà, donc c'est ça, c'est ce que j'avais pour le 51e État. Ça ne sera pas l'indépendance comme elle existait à l'époque de Trudeau, où le Canada peut effectivement devenir un ennemi des États-Unis, parce qu'il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Et ça ne sera pas non plus le 51e État. Et donc, la position mitoyenne, c'est quelque chose comme l'espace Schengen en Europe. On s'entend là-dessus? On s'entend aussi que Trump a tué l'euro numérique. Encore une fois, on le comprend. On comprend comme il a fait pression sur la Grande-Bretagne pour la liberté d'expression, etc. Parce qu'il n'y a aucune raison, alors que l'Europe voulait accélérer l'accession à l'euro numérique, il n'y a aucune raison qu'elle repousse ça aux calendes grecques. John Brennan qui est arrêté, l'infiltration mondiale, on est à un moment charnière de l'humanité qui peut ressembler à des grands moments de l'histoire comme la bataille de Thermopyles, la bataille de Poitiers, la bataille de Vienne, et là, c'est la bataille de Washington. OK? Et dans toutes ces batailles-là, que ce soit Thermopyles, Poitiers ou Vienne, c'est l'Occident qui est bénéficiaire de ça. Ouais, c'est l'ensemble de l'Occident qui est touché. C'est pas juste la France, c'est pas juste la Grèce, c'est pas juste l'Autriche, et dans notre cas, c'est pas juste les États-Unis.
Et donc, arrêtez de sticker, là, puis de faire des pieds et des mains sur des petits trucs comme ça, comme les couronnes. Ayez la vision d'ensemble et regardez des trucs comme ça ici. Vous voyez, comme on parle de renouveau chrétien aux États-Unis avec Trump, comme il y a eu un renouveau du christianisme avec Vladimir Poutine. Vous voyez, Vladimir Poutine a fait exactement ça en Russie quand il est arrivé. Hein, Pierre Hillard est toujours pas content parce que la Russie n'a pas été consacrée au Sacré-Cœur et donc rien de bon ne peut sortir de la Russie. Mais il y a eu un retour massif à la foi en Russie. Puis là, c'est la même chose qu'on voit aux États-Unis. Des augmentations incroyables à tous les niveaux, au niveau de la musique, de l'achat de Bibles, etc. Il y a comme... Et finalement, comme je l'expliquais, étant donné qu'on est dans ce genre de moment-là, mobilisez-vous et n'accordez aucun répit au mal, au camp d'en face, aux mondialistes. C'est-à-dire qu'on a besoin de fermeté. Et il va y en avoir de la fermeté. Comme le dit Steve Bannon et comme le dit Trump, il va y en avoir de la fermeté. Les gens sont... Il faut commencer à se préparer à ça. Et on ne fera rien avec des gens qui veulent juste parler, là. OK? Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va parler, on a dit qu'on allait parler de nos finances. Il faut que je le fasse, c'est la partie la plus déplaisante du Web Journal. Et malheureusement, c'est l'avantage et le désavantage du sociofinancement. On a reçu une lettre de Revenu Québec qui nous demande un méchant paquet de milliers de dollars d'ici le 30 septembre 2025. Et donc, on a payé ça et on est rentré loin dans la marge de crédit. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Et donc, la dernière fois que j'ai fait un appel comme ça, c'était en septembre 2021. Et puis là, les gens disent tu devrais changer ta façon de financer, etc. Oui, on regarde ça, mais par exemple, si on met j'explique, si on met un paywall, on va diviser par 100 nos vues. Vous voyez, c'est-à-dire que là, présentement, on a 200-300 000, des fois 400 000 vues, des fois plus sur nos vidéos, généralement 200-300 000. Alors que si on met un paywall, oui, on va avoir, les finances vont augmenter probablement drastiquement, sauf qu'on va, au lieu d'avoir 200-300 000, on va avoir 200-3 000 personnes qui vont nous regarder. Ouais, c'est-à-dire que pour se remplir les poches, on se coupe complètement de notre impact social. C'est vraiment un pensez-y bien, là. Et donc, il y a des gens qui ont répondu à l'appel la dernière fois. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel. Déjà, on a reçu un gros don. Et puis, plusieurs personnes qui contribuent. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça donne, ça met presque les larmes aux yeux. On sait qu'on a, comme les Américains disent, là, notre public got our back. Hein, vous avez... quand ça va mal, c'est ce que je veux dire, il y a tellement de choses à dire, je ne veux pas vous emmerder non plus, j'ai l'impression que c'est lourd et tout, mais on a besoin de votre soutien, on veut retourner dans le positif et c'est quelque chose, quand on fait des demandes spéciales comme ça, c'est quelque chose qu'on fait aux 3 ans. On ne fait pas chier avec le financement. Généralement, le financement se maintient. On a des fois 1 mois, 2 mois où est-ce que c'est très ordinaire, puis c'est peut-être à cause de mes performances qui sont très ordinaires, où l'actualité n'est pas là, puis c'est pas le web journal du siècle. 2-3 mois, puis on est capable de survivre, là, puis après ça va bien. Par exemple, la campagne électorale, l'année dernière, 1 mois avant la campagne, puis 1 mois après, ça a été très bien. Puis après ça, c'est un petit peu plus creux, puis ça va généralement bien, les finances de Radio-Québec. On est capable de se maintenir puis de continuer l'information. Mais il y a, une fois de temps en temps, il y a des trucs comme ça, il y a des bombes qui nous arrivent et qui n'étaient pas prévues. Et puis, ça, on est dans une situation comme celle-là présentement. Et c'est ça, on préférait... c'est vrai, comment je pourrais dire? C'est difficile d'accepter d'être dans la merde parce qu'on paye de différentes façons aussi nos propos. Tu vois, je vais vous donner 2 exemples. Les 2 derniers appartements que j'ai essayé de louer m'ont été refusés pour aucune raison. Tu vois, l'année dernière et cette année, l'année dernière, ça fait beaucoup de fois que je déménage, là, mais l'année dernière, j'ai fait une première demande d'un appartement et puis je remplissais toutes les conditions. Je ne fume pas, je n'ai pas d'animal de compagnie, je vis seul, je suis tranquille, je ne mets pas de musique, j'ai un bon dossier de crédit, je n'ai pas de dossier criminel, je suis comme je suis parfait. Fuck, je suis bouddhiste, je fais 4 heures de méditation par jour, je ne bois pas d'alcool, je suis comme...
Puis là, c'est comme tu donnes tes informations à l'agent d'immeuble, il dit « Ah, c'est parfait, on te revient tout de suite, et puis on signe ça. » Puis là, finalement, c'est non. Je dis « Pourquoi c'est non? Pourquoi c'est non? » Non. Même chose avec cette année, quand on a déménagé au mois de juin, un premier appartement, il est parfait, c'est microscopique, mais c'est super. Et on remplit toutes les conditions, comme je l'ai dit, tout ça. Puis là, finalement, c'est non. L'agent d'immeuble revient puis dit c'est non. Ah, c'est non, pourquoi? Je dis, il donne des affaires bidons dans le genre. L'excuse qu'on m'a donnée cette année, c'était le temps de location ne convient pas. De quoi tu parles, le temps de location? C'est de juillet à juillet. Là, c'est comme tout le monde déménage en juillet, puis finit en juillet. Les beaux finissent en juillet au Québec, à Montréal. On donne des excuses bidons, mais c'est ça. C'est parce que les gens font des... Puis là, quand j'ai trouvé ce studio ici, l'agent d'immeuble a fait une recherche sur moi. Tout le monde fait des recherches maintenant, tu vois. On donne le nom, et puis l'agent d'immeuble n'était pas trop sagace politiquement, puis elle dit « Ah, j'ai vu que tu as une chaîne radio ou quelque chose comme ça. » Je dis « Oui, c'est ça, j'ai une chaîne... » Là, tu files doux, tu marches les fesses serrées, oui, j'ai une chaîne radio. Puis finalement, je l'ai eu, mais c'est parce qu'ils ne font pas de recherche. Tout le monde Google ton nom maintenant, puis le nom Cossette Trudel, c'est terminé. Je vous donne un autre exemple. Il y a 2 mois, j'essaie de renégocier les assurances pour ma voiture. Je vais voir d'autres assureurs. Et finalement, encore une fois, je suis parfait. Pas de dossier criminel, j'ai pas de réclamation. Je pense que j'ai un ticket pour une affaire ridicule. Je bois pas, etc. Puis là, c'est non. Puis là, tu essayes un autre, puis c'est non. Puis là, c'est non. Puis là, finalement, tu te dis, ouais, comment ça fait que c'est non comme ça? Je dis, pourquoi ils veulent pas te... Puis là, on me dit, c'est ton profil médiatique. Fait que là, les assureurs, c'est une longue histoire, mais les assureurs disent, ils Google maintenant, tout le monde Google ton nom, et puis, tu sais, Cossette Trudel, tu es dans les manifestations, tu tapes Cossette Trudel, puis c'est des manifestations qui accusent le gouvernement d'eux, et puis, on dit que les juges sont corrompus, puis c'est comme, fuck, tu sais, c'est comme, on dit qu'on n'est pas vraiment en démocratie, et donc on est une menace à la démocratie. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, le nom est brûlé, puis je ne pourrais jamais faire application nulle part. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun département des ressources humaines à quelque part qui va m'accepter. Et donc, on a juste les auditeurs de Radio-Québec. C'est notre première et dernière ligne de défense. Et en toute honnêteté, là, c'est ça. On a une petite réserve qu'on a mis dans les actions de Donald J. Trump, notamment quand mon père est décédé. Il y avait un petit héritage que j'aurais pu utiliser, mais je les ai mis là-dedans. Puis si on commence à utiliser cette réserve-là, je n'ai pas d'avenir. Si on commence à utiliser cette réserve-là pour les opérations courantes de Radio-Québec, eh bien là, c'est dramatique. C'est pour ça qu'on fait appel. Et donc, voilà. Et puis aussi, vous remarquerez, on s'est fait censurer partout. Vous remarquerez que pour le bien ou pour le mal, nos positions on n'est pas des putaclics. On n'est pas des putaclics, c'est-à-dire que nos positions, on n'a pas peur de prendre des positions qui déplaisent aux auditeurs de Radio-Québec. C'est-à-dire je suis entier, je suis moi-même, sans aucun... J'essaie pas de... Vous savez, des fois, je suis comme rough sur Twitter ou whatever. J'essaie pas je sais pas de plaire nécessairement à mon public, j'essaie juste d'être moi-même, autant dans tous les aspects de ma vie, sur les réseaux sociaux, à la caméra, ou et je prends des positions difficiles la solution facile, ça serait tellement juste d'aller avec, go with the flow, d'aller dans le sens du courant. Ça serait tellement plus facile dans tous les aspects de ma vie. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Différentes façons de nous aider par la poste, par virement Interac, sur le site, on vous explique comment, à travers PayPal, etc., et puis par carte. Donc, ça va sûrement se stabiliser. On compte sur vous. Et puis, on relancera pas l'appel la semaine prochaine. On ne reviendra pas là-dessus. On fera l'appel régulier. On l'a fait 2 semaines de suite. On espère que ça se règle d'ici là. Et puis, voilà. Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Donc, le truc, c'est fight, fight, fight. On est à un moment historique. Il ne faut pas baisser les bras. Comme le dit Steve Bannon, on n'est plus à un moment où est-ce qu'on discute nécessairement avec les gens. Il faut passer à l'action et vaincre le mal pour
pour le bien de nos enfants. Et demandez-vous des fois, les gens qui disent, ah, tu sais, qui ne veulent pas s'impliquer trop, là, s'ils ont des enfants. Parce qu'on le fait pour nos enfants. Tu sais, je ne veux pas être classé dans un tiroir. Ouais, as-tu des enfants? OK, voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Là, cette semaine, je vais me reposer parce que j'ai fait 3 entrevues cette semaine. Et donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Merci, la gang. Oh.